Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs, soyez agréablement accueillis sur le plateau des écrans du FESPACO, en direct toujours du siège du FESPACO qui est derrière moi. Vous êtes évidemment sur BF1. Aujourd'hui, il va s'agir de formation. Nous nous sommes rendus compte, bien évidemment, que le cinéma, le 7e art, la télévision passe par la formation aussi bien artistique que technique pour performer dans nos productions, pour avoir des films et des produits de meilleure qualité. Et pour en parler aujourd'hui sur le plateau, je suis accompagné de 3 personnes spécialisées dans la formation. Et je commence à vous les présenter sans plus tarder, puisqu'à ma droite, nous recevons M. Amadou Saoudou Ilyassou. C'est le DG de l'IFTIC, ça n'est non rien de moins que l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, et ça, c'est au Niger. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, bien, je merci. Nous sommes très contents de vous accueillir. Comment se passe le FESPACO? Très bien, en tout cas, depuis que ça a commencé, nous sommes arrivés la veille, et puis jusque-là, nous suivons le FOSPACO avec beaucoup de fierté. D'enthousiasme, j'espère aussi. Hein? D'enthousiasme aussi? Ah, d'enthousiasme, effectivement. Oui, oui, beaucoup de fierté, beaucoup d'enthousiasme. Et c'est avec plaisir, effectivement, que nous suivons toutes les activités inscrites dans le cadre du FOSPACO. Formidable. Sans plus attendre, à ma gauche, nous recevons Monsieur Zanou Marcelin. Alors, il est président fondateur de l'ISMA, Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel au Bénin. Et nous parlerons ensemble plus particulièrement du CARA et du SILECT. Alors, il nous expliquera tout à l'heure exactement ce que c'est. Bonjour Monsieur Zanou, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Ça va très bien, merci. Parfait. Ce FESPACO, comment ça se passe? Ça va, la fête, nous sommes là pour la fête se passe très très bien. Nous sommes heureux parce que la Covid a failli nous priver de cette fête. L'a reporté mais ne l'a pas annulé. Nous remercions le gouvernement du Burkina Faso, les instances du FESPACO qui ont tenu à nous organiser notre fête. Nous sommes là et quand on voit nos personnes qui sont là sur place, on sent qu'il fallait nécessairement l'organiser, absolument. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, à ma droite, quelqu'un qu'on ne présente plus à Ouaga et au Burkina Faso, puisqu'il s'agit de Frédéric Kaboré, qui est le DG de l'ISIS Studio École, la grande école de cinéma de Ouagadougou et du Burkina. Frédéric Kaboré, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va, ça va. Alors, l'ISIS est en pleine effervescence. Je crois que pas mal d'activités s'y passent. Comment ça va? Oui, l'ISIS s'inscrit dans les activités du FESPACO, de cette édition du FESPACO. Et donc, il s'y passe beaucoup d'activités pour les étudiants et pour les directeurs des institutions de formation en Afrique, d'ailleurs. Et donc, on a même l'honneur de recevoir des personnalités de la formation qui sont sur ce plateau et bien d'autres qui ne sont pas là. Et c'est avec beaucoup de plaisir. Formidable. Alors, je le disais en introduction, nous recevons donc Monsieur Zanou Marcelin et il va nous expliquer avec un peu plus de précision qu'est-ce que le SILECT. Eh bien, le SILECT, c'est l'Association internationale des écoles de cinéma et de télévision. Il a été fondé en 1955 à l'occasion du Festival de Cannes. Aujourd'hui, le SILECT compte 180 écoles dans 60 pays et nous travaillons avec un corps enseignant de près de 10 000 enseignants. 10 000 enseignants. 10 000 enseignants dans tout le SILECT avec un réseau d'anciens étudiants, donc de diplômés du SILECT qui sont environ 1 600 000. Voilà un peu de quoi ça retourne le SILECT qui se structure par continent. Et la section Afrique du SILECT est nommée SILECT Africa Regional Association, CARA. Ça, c'est le CARA. Que j'ai l'honneur de présider en ce moment. Voilà. Que vous présidez en ce moment. Voilà. Alors, quels sont les grands objectifs, quels sont les grands défis du CARA? Eh bien, les défis
du CARA s'inscrivent dans les objectifs du SILECT, à savoir qu'il faut assurer une formation de qualité aux apprenants afin qu'ils soient des cinéastes ou des personnes de télévision qui ont des aptitudes et compétences avérées. Et pour ce faire, eh bien, le SILECT essaie de créer entre les écoles eh bien, une coopération régionale et internationale pour que par cette coopération, nous puissions mutualiser nos ressources, nos matériels et tout ce qui peut concourir à un accompagnement pédagogique. Donc voilà, en somme, les défis le plus important donc, est d'assurer une formation de qualité aux apprenants. Alors, quand on parle de mutualiser le matériel, on le comprend, est-ce à dire que les étudiants auront la chance de parcourir différentes écoles et donc d'avoir accès à différentes formations et notamment différents enseignants? Comment on mutualise de façon précise? Alors, quand on mutualise, ça veut dire qu'un enseignant, par exemple, de l'Université de New York, de leur école de cinéma, peut être invité à l'ISIS pour venir donner un cours dans un module bien précis. Un autre, peut-être de la France, peut aller à l'IFTIC au Niger pour donner l'enseignement, où il y a des séminaires où on fait venir des professionnels qui viennent nous encadrer pour apporter eh bien, la connaissance, le savoir-être nécessaire pour que nos apprenants soient formés dans les mêmes conditions que ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, partout. Voilà un peu comment est-ce que nous mutualisons les compétences. Et lorsqu'on organise chaque année des congrès, chaque école, à ce congrès, peut négocier des coopérations avec d'autres écoles. Et c'est mettons, un champ où il y a beaucoup de négociations, où on a beaucoup de relations et on prépare, mettons, une année. À savoir que j'ai des modules de cours que je veux donner, par exemple, pour mon école, mais s'il y a des enseignants chevronnés qui sont distingués là-bas au niveau du SILECT, eh bien, on les négocie et puis ils viennent dans nos pays pour apporter l'enseignement. Il y a également des séminaires qui sont organisés. Et par exemple, je donne un exemple. Ici, en mars 2020 à Ouagadougou, nous sommes réunis ici pour voir mais quelle est la pédagogie adaptée pour l'enseignement des métiers du cinéma et de la télévision. Donc, c'est le SILECT qui nous a trouvé un enseignant, Mme Pissano, qui est ici maintenant, qui est venu à Ouagadougou ici, et nous sommes tous regroupés ici, et nous avons travaillé sur la pédagogie adaptée à notre système d'enseignement. Quelle est cette pédagogie adaptée? Eh bien, c'est la pédagogie de projet. Parce que quand on prend la formation métier du cinéma, c'est un travail qui se fait ensemble. On forme les techniciens, les réalisateurs, il faut qu'ils travaillent ensemble. C'est ça qu'on appelle la pédagogie de projet. Donc, il y a un projet qui est créé et on se met tous ensemble autour de ce projet-là pour que chacun puisse le disséquer et savoir quel est le rôle qu'il doit jouer. Et c'est ça qui se fait d'ailleurs en Europe. Donc, la pédagogie nécessaire pour l'enseignement au niveau du cinéma et de la télévision, c'est la pédagogie de projet. Voilà. La pédagogie de projet, donc si je comprends bien, qui est beaucoup plus pratique que théorique. Exactement. La formation est très pratique. Un projet sur lequel on va se fédérer, on va travailler, tout le monde trouve sa place. Exactement. Et c'est dans ce travail de terrain réel que l'on va fonctionner. Exactement. Alors, au Niger, ça se passe comment? Expliquez-nous. Est-ce que cette pratique sur le projet est aussi la méthode employée dans les écoles? Donc je rappelle que M. Amadou Saadou Iliassou est DG de l'IFTIC, l'Institut donc, de formation aux techniques de l'information et de la communication au Niger. Alors comment au Niger on pratique cette pédagogie? Merci. Permettez-moi d'abord de préciser que l'IFTIC, donc l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication du Niger, est un établissement public, oui. Un établissement donc, de l'État, mais qui est né des cendres d'une autre école qui s'appelle le CFTI. Oui. Mais à partir de 1989, l'État du Niger a pris une ordonnance pour créer l'IFTIC, donc transformer le CFTI en l'IFTIC. Alors, quand on dit une école publique, c'est-à-dire qu'au même titre qu'une université, on y entre sur concours, on y entre sur dossier. Comment ça se passe? On y entre sur concours. C'est un établissement public à caractère administratif. D'accord. Il faut un test pour apprécier le niveau et savoir que l'étudiant est à mesure d'assimiler les cours qui lui seront dispensés et également
mesurer un peu sa motivation pour le D'accord. métier. D'accord. Donc, Et donc, quel est le niveau qui est réclamé pour être accepté dans cette école? bon, à l'IFTIC, nous formons à tous les niveaux, niveau moyen, Oui, niveau supérieur, donc licence, et également le niveau master. d'accord. Donc, là, nous formons, comme le dit... Tous les corps de métier du cinéma? Tous les corps du métier du cinéma, nous formons donc dans la communication de façon générale, Oui. et nous formons dans tous les métiers, corps de métier du cinéma, donc la réalisation, même la production et même la post-production, notamment la prise de son, prise de vue, la vidéo, et nous formons donc dans tous ces domaines. Et là, l'IFTIC a vraiment fait ses preuves parce que l'essentiel des acteurs du cinéma au Niger sont les fruits, en tout cas pour l'essentiel, les fruits de l'IFTIC. Oui. Et pas seulement du Niger, même dans beaucoup de pays, tels que la Guinée, le Mali, le Bénin, le Togo. Et même il y a seulement 2 ou 3 jours, j'ai suivi sur votre télévision une dame, une Burkinabé, qui est réalisatrice bien entendu, et qui a effectivement fait son master à l'IFTIC. Alors, est-ce qu'on en a déjà parlé ici, et notamment on en a parlé avec le DG de l'ISIS, qui me rectifiera si je me trompe, mais beaucoup des étudiants viennent en formation de cinéma dans l'espoir de devenir réalisateur. Est-ce que c'est le même cas chez vous? La demande est principalement pour des réalisateurs, et après comment on fait pour les rediriger dans les autres corps de métier? Nous, effectivement, dès le test, on teste déjà, quand vous faites la demande, vous précisez votre choix. D'accord. Si vous voulez, le choix est toujours respecté? Le choix, en tout cas pour l'essentiel, le choix est respecté. Donc ça ne crée pas de déséquilibre entre les différentes filières? Non, quand nous observons des déséquilibres, eh bien, nous organisons un entretien avec les étudiants pour leur expliquer, parce que parfois ils font le choix en se basant sur des informations qu'ils ont de l'extérieur, sans avoir l'essentiel, la quintessence même du métier. Donc on leur donne ces informations-là, et sur le champ, certains modifient un peu leur choix, mais il n'y a pas lieu d'imposer quoi que ce soit à l'étudiant. D'accord. À l'ISIS, c'est la même formule. Je sais que là encore, les gens viennent souvent dans l'espoir de devenir réalisateur, mais on leur fait comprendre qu'il y a, encore une fois, beaucoup d'autres formes autour et beaucoup d'autres corps de métier dans le cinéma qui sont dignes d'intérêt. Alors comment ça se passe? Oui, à l'ISIS, les étudiants déposent leur demande de candidature en suggérant déjà le métier pour lequel ils viennent s'inscrire. Oui. Mais comme nous sommes au courant de comment ça se passe, c'est très souvent c'est sur la base de quelques clichés ou de quelques icônes. Notamment quand on voit Idrissa Ouedraogo, on veut lui ressembler. Et quand on voit pendant du FESPACO quelqu'un brandir les talons, ou alors il tient sa pellicule sous l'aisselle, il dit c'est mon film, et tout le monde veut être producteur ou réalisateur. Et ils se rendent compte à l'entame de la formation qu'il y a effectivement d'autres métiers où ils sont plus aptes. Alors c'est pour ça que nous les laissons choisir, et après quand ils se frottent au programme, aux réalités de la formation, ils ont la permission de changer de direction. D'accord. Et même parfois, il nous arrive en conseil de professeurs de motiver certains à embrasser un métier. Parce qu'ils ont décelé chez eux des qualités particulières, des aptitudes particulières. On dit ce serait vraiment... Alors c'est sûr qu'on est sur une difficulté, parce que dans les cinémas, on le sait très bien, il y a évidemment les quelques métiers qui sont à la lumière, les acteurs évidemment, mais comme vous l'avez dit tout de suite, les réalisateurs et les producteurs, mais après il y a tous les métiers de l'ombre. Et effectivement, ces métiers de l'ombre qui vont peut-être un peu moins attirer, et pour lesquels pourtant on a besoin de gens très compétents. Vous nous avez expliqué le principe de la mutualisation de ces formations à travers notamment le CARA sur le continent africain.
qu'en est-il aujourd'hui? Quel est le bilan réel de la formation en Afrique? Vous nous avez dit par exemple que les enseignants pouvaient très bien venir des États-Unis pour dispenser des cours au CARA, dans le cadre du CARA. Est-ce que l'on se compare aujourd'hui à des grandes écoles américaines, des grandes écoles européennes? On en est où? Ah oui, il faut avouer même que au sein du SILECT, chaque année, nous faisons ce qu'on appelle le SILECT Award, où on envoie à chaque école membre l'ensemble des films qui ont été produits dans le monde entier, dans toutes les écoles du monde entier, afin que chaque école puisse apprécier et noter les écoles. Donc, nous, on nous envoie les films produits aux États-Unis, en France, en Chine, et nous essayons d'évaluer. En évaluant, il s'agit donc de regrouper nos apprenants, qu'ils visionnent ces films-là. Et en le faisant, ils apprécient déjà leur niveau par rapport au niveau des films réalisés dans telle ou telle école. Ce qui crée une saine émulation où ils comprennent qu'évidemment, il y a encore des choses à parfaire. Mais l'essentiel, et vous l'avez dit dans votre mot d'introduction, la formation qu'il y a dans toutes les écoles de cinéma est fondée sur 4 principes. Vous en avez cité 2. Il y a l'esthétique, l'artistique, la technique et les valeurs communicationnelles. Tout ce qu'on fait en images et en son, c'est destiné à une communication. Que faire pour que ces leviers de l'esthétique, de l'artistique, de la technique et de la communication puissent communiquer l'émotion? Parce que quand on regarde un film, on peut pleurer ou on peut rire. Donc le film communique l'émotion. Que faire pour rester dans cette logique-là? Donc c'est sur ces éléments-là, sur ces valeurs que nous travaillons dans toutes les écoles pour essayer d'améliorer progressivement tant le niveau des enseignants que le niveau des apprenants afin que le film puisse jouer son rôle. Car je ne vous apprends rien lorsque je dis que le cinéma et la télévision constituent des manières élégantes pour communiquer aux populations les réflexes, les comportements souhaitables qui concourent in fine au développement. Donc de ce point de vue, les États qui ont compris que le cinéma est un facteur important de développement, ils mettent beaucoup de moyens. C'est ce que nous souhaitons pour l'Afrique, pour que nos gouvernants dotent les écoles de moyens suffisants pour que, à travers le cinéma et la télévision, nous puissions former la jeunesse et ne pas laisser le champ libre aux télévisions extérieures qui nous envahissent d'images et où que nos jeunes aujourd'hui se comportent exactement comme les petits Américains, comme les Français, ils veulent s'habiller, ils veulent se coiffer comme ce monde-là, alors que nous avons une culture. Et il est entendu que chaque peuple a besoin de s'affirmer. On ne peut s'affirmer qu'à travers sa culture. Alors, et c'est ça qui constitue les valeurs que nous enseignons à nos apprenants. Voilà. Alors, le point que vous soulevez est particulièrement intéressant. Le cinéma, évidemment, a cette capacité de participer directement au développement, de participer directement au rayonnement d'une culture. Mais est-ce que ça doit être son seul objectif? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pas son seul objectif, mais c'est l'objectif le plus visible, en fait. Il est tout à fait normal, il est clairement souhaitable, effectivement, que le cinéma participe aussi, comme il l'a dit, au développement du pays dans tous les secteurs de la vie, notamment par la création de l'emploi, parce que les cinéastes sont aussi des acteurs économiques et qui aussi utilisent dans leur production certaines personnes. Donc, du point de vue donc, de la création de l'emploi, le cinéma y participe. Il a parlé de la culture. On ne saurait avoir une identité sans parler de culture. Eh bien, le cinéma est le vecteur aujourd'hui. Mais si je vais dans ce sens-là, le cinéma est naturellement le 7e art. Un art a aussi peut-être cette responsabilité, parfois, pourquoi pas, d'être subversif. Est-ce qu'il n'est pas important, malgré tout, de permettre à nos étudiants de sortir des lignes, de proposer des choses? Parce que l'art, évidemment, va divertir, l'art va cultiver, mais l'art aussi, parfois, peut déranger, peut
déplacer les lignes et peut amener justement les sociétés à se poser des questions sur des sujets où on n'a pas forcément envie de se poser des questions, mais pourtant qui pourraient être des questions qui sont salutaires pour son avenir. Comment on traite ça à l'ISIS? Comment on traite l'ouverture des étudiants au monde et à ce qui nous entoure, tout en étant capable effectivement de valoriser cette culture locale? Oui, merci. Je suis ravi de dire un peu ce que nous pensons à l'ISIS de cet aspect du cinéma. Le cinéma est un outil politique. Le cinéma, au-delà de son caractère de divertissement, a un rôle, un grand rôle. Le président l'a évoqué tantôt. À travers le cinéma, nous sensibilisons. À travers le cinéma, nous éduquons. À travers le cinéma, nous éveillons des consciences. Et tout cela est exprimé dans l'esthétique. Quand on parle d'esthétique, ce n'est pas l'esthétique kantienne. C'est l'esthétique communicationnelle. Comment distiller une situation, une information, en utilisant le langage cinématographique. C'est ça notre rôle. C'est comme en littérature. Je peux, à travers une pièce de théâtre, évoquer une question politique, une question anthropologique, une question sociologique. C'est cette subtilité de communiquer avec ses pairs, de communiquer avec le monde, en utilisant un outil qui a cette facilité de soigner l'esprit, tout en inculquant des idéaux, tout en inculquant des principes, tout en inculquant une culture, et en permettant à d'autres sociétés d'apprécier la diversité culturelle que notre monde regorge. Dans notre monde regorge. Tout à fait. Et donc, comment on véhicule ça à des étudiants? Parce que ça, évidemment, ça n'est pas technique. Ça, c'est sensible. Ça, c'est l'humain. Comment on arrive à ouvrir l'étudiant? Comment on arrive à l'intéresser à ce rôle? Tu as dit quelque chose de très important, peut-être, en tout cas un point de vue. Le cinéma est politique. Donc, comment on fait cet éveil politique et citoyenne, si je comprends bien, des étudiants en cinéma? Qu'il vous souvienne que lorsque nous étions ici au FESPACO en 2019, nous avons eu un colloque qui était basé sur les principes de la formation. C'était la formation qui était le sujet, le thème du FESPACO en 2019. Et au terme de ce colloque, on en est arrivé à comprendre que dans les programmes de formation, il faut nécessairement insérer les cours d'anthropologie et de sociologie pour que les futurs cinéastes, réalisateurs puissent commencer par maîtriser les relations entre les hommes. Et j'ai été heureux qu'il y ait également, il y a eu un colloque dont certaines communications ont porté sur l'anthropologie. C'est le professeur Bakayoko du Mali qui a fait cette communication pour montrer que cette dimension doit être prise en compte pour que nos apprenants puissent commencer par être outillés sur tant ce qui est possible de faire aujourd'hui que sur les réactions futures, l'évolution future de nos sociétés. Et dans ces conditions, je pense qu'en leur donnant également le cours sur la culture africaine dans sa diversité, eh bien, nous aurons des films de grande facture qui vont révéler la culture africaine et qui vont révéler ce que nous sommes. Je donne un exemple très simple. Je ne sais pas si vous avez vu le film El Elwani qui a été produit en 2012 par un Sud-Africain. Où dans ce film, vous ne verrez aucun décor européen. C'est les décors africains naturels qui ont servi à faire ce film. Et ce film a été primé à beaucoup. C'est ça, les gens veulent voir. Ils veulent voir ce que nous sommes. Mais quand nos apprenants finissent et font des films où ils vont faire des décors dans les hôtels, vous n'aurez jamais un décor assez intéressant, aussi bon que les décors que les gens ont naturellement là-bas en Europe. Mais sortons nos décors naturels d'Afrique. Donc voilà ce que nous apprenons pour dire que, eh bien, allez puiser dans votre ressource culturelle pour les habillements. J'ai vu des films ici faits par la présidente de l'ISIS où on se coiffe naturellement comme nos grands-mamans le faisaient, où on s'habille en Afghani. Voilà ce qu'on recherche. Il faut que nos apprenants apprennent à faire des films qui reflètent les valeurs africaines. Et aujourd'hui, dans nos écoles, on leur apprend la culture africaine, la sociologie, l'anthropologie africaine pour que désormais
nos films soient des films typiquement africains. Voilà. Mais je me permets de rebondir sur quelque chose que vous avez dit également et que je trouve assez important. Vous avez parlé, si je ne me trompe pas, d'anticipation. Oui. Des films d'anticipation, vulgairement appelés par exemple la science-fiction. Et c'est vrai que c'est un genre de film qui est très peu abordé par le cinéma africain. On se rend bien compte que de nos jours, il y a eu une espèce de mélange assez évident, d'abord dans cette littérature de l'anticipation, notamment en Europe, et après par le cinéma, puisque notamment toute cette vie technique que nous vivons aujourd'hui, et même ce que nous venons de traverser dans cette crise de santé, cette crise sanitaire, le Covid, ce sont étonnamment des choses qui ont été décrites dans des œuvres d'anticipation, aussi bien littéraires que cinématographiques. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, peut-être malheureusement, on ne s'autorise pas suffisamment. Vous en avez parlé. Est-ce que c'est aujourd'hui un objectif? Parce que l'anticipation, le film d'anticipation existe depuis très longtemps. On se souvient tous, par exemple, de Méliès et de son premier pas sur la Lune, avant même que les hommes, effectivement, aient marché sur la Lune. Un film avait déjà été fait dans ce sens-là. Et on se rend compte que dans certains cas, en fait, la réalité rattrape l'anticipation, rattrape la fiction à un certain moment donné. Au Niger, on a cette préoccupation. L'anticipation est quelque chose qui commence à intéresser les étudiants? Bien entendu, ça intéresse les étudiants. Mais comme vous l'avez dit effectivement dans votre introduction, les étudiants, effectivement, la production qui se fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus, en tout cas, le monde de fiction. Le monde de fiction parce que ça a un certain nombre d'exigences qui parfois on ne peut pas tout de suite satisfaire. Donc quand on n'arrive pas à satisfaire ces exigences, parfois on préfère donc se rabattre sur le cinéma ordinaire. Vous voulez dire que le cinéma d'anticipation est trop coûteux, tout simplement, en termes de technique, en termes de budget? C'est difficile d'utiliser ce genre pour des raisons économiques, tout simplement? Oui. Il y a ces contraintes-là, effectivement, en termes de budget, parce que ça demande effectivement énormément de capacités techniques, énormément de moyens techniques, énormément de budget financier. Mais en même temps, on peut se dire oui et non, parce qu'il y a des films d'anticipation assez incroyables. Je pense, bon, je vais encore me référer peut-être aux Français, mais le premier film de Luc Besson, par exemple, qui était donc Le Dernier Combat, qui est un film effectivement d'anticipation, qui est un film qui a été fait avec très peu de budget, parce que la petite anecdote, Luc Besson à l'époque était obligé de tourner dans des chantiers le week-end pour avoir des décors d'apocalypse. Comme il n'avait évidemment pas les moyens de louer des endroits, il tournait le week-end dans des chantiers en construction. Et parfois même, d'un week-end à l'autre, les décors évidemment avaient changé, puisque les ouvriers n'attendaient pas sur le film, puisqu'ils allaient presque parfois, je veux dire, détourner les décors, des choses comme ça. Donc on peut aussi faire des choses avec peu de moyens, et on en a vu de toute façon. On a vu certains films, mais le genre n'est pas encore quelque chose, l'anticipation n'est pas encore quelque chose de... Oui, moi j'aimerais bien, Oui. j'aimerais bien intervenir dans cette idée d'anticipation. Alors, on a parlé tantôt d'esthétique. L'anticipation peut avoir un effet de prémonition. Vous prenez un film comme Sia, le rêve du Python. Tout à fait. C'est un film historique, mais d'anticipation en même temps. Suivez mon regard. Parce que ce film qui retrace l'histoire ancienne, oui, et a aussi été montré son côté d'anticipation sur ce que peut venir un pouvoir. Donc, c'est en ça l'esthétique cinématographique s'exprime. Pour dire que son auteur, Dani Kouyaté, en même temps qu'il traite du Ouaradou Bida, nous rappelle qu'il n'y a pas de pouvoir immuable et que, quelle que soit la puissance d'un monarque, il a intérêt à observer minutieusement son peuple et à comprendre qu'un jour ou l'autre, il pourrait se passer des choses inattendues. Donc la question me fait penser à une des masterclass que nous avons organisées en 2017 avec
un formateur américain, où nous avons initié nos étudiants à cette autre façon d'anticiper, de rêver le futur. Et ils ont proposé des sujets assez divers sur une période, une durée de 40 ans en avance. 2025. D'accord, donc on était dans un futur. Voilà, D'accord, un futur. Voilà. Et les sujets ont abordé plusieurs thématiques, notamment l'environnement et la relation humaine. Il y a eu beaucoup de sujets. Et les étudiants ont bien pigé et ils ont rendu, à la grande surprise de tous, ce dont on est capable. Mais c'est une autre esthétique. Voilà. Et aujourd'hui, il faut le dire aussi, nos cinématographies n'ont pas encore fini de plein de sujets, notamment ceux qui consistent à nous ramener nos réalités sur la table et à nous plonger dans notre histoire pour mieux nous projeter dans notre avenir. Donc, est-ce qu'on aurait une difficulté à se projeter dans le futur? On aurait une difficulté à imaginer ce que sera demain? Il n'y a pas de difficulté en réalité. Je vais expliquer. Ouais, ce que dit le docteur Kaboré est pertinent. Ce que nous sommes là, il faut qu'on le sache d'abord. Il faut qu'on sache ce que nous sommes avant de nous projeter. Mais quand on n'a pas encore la maîtrise de notre état actuel, comment on peut se projeter? Mais qu'à cela ne tienne, comme il a si bien dit, en 2017, il y a eu une masterclass animée par un Américain qui a demandé aux apprenants, bon, nous allons nous projeter en 2025. On était en 2017. Et ils ont conçu des scénarios qui sont des événements qui vont se dérouler en 2025. Ils ont fait le traitement scénaristique, ils ont produit des films, des courts-métrages qui montrent déjà ce qu'on peut faire en 2025. Et ça a commencé. Donc, c'est ça le défi important, parce qu'actuellement, c'est encore notre cinéma ne parle que du futur ou du présent. Maintenant, il faut aller dans l'avenir. Et nous avons déjà proposé pour que le prochain séminaire qu'on va faire au niveau du CARA, nos outils pour dire mais comment adopter maintenant des principes de cinéma du futur. Quels sont les outils, les armes qu'il faut donner aux enseignants, aux écoles aujourd'hui pour qu'ils commencent pas à se projeter dans le futur, dans leur réalisation. Donc c'est déjà un défi, comme tu as eu si bien à le dire, c'est un défi que nous allons commencer par prendre en compte dès maintenant. Sinon, à terme, parce que tout le monde fait maintenant les films du futur aujourd'hui. Et nous, on est encore là à se chercher. Donc il faudrait que nous puissions, pendant qu'on fait des films pour être ce que nous sommes aujourd'hui et mieux le connaître, eh bien, qu'on se projette également dans le futur pour qu'à terme, nous puissions rattraper ce retard-là qui va nous permettre d'être au même niveau que bien le cinéma mondial. Voilà. De se projeter, oui. Vous aviez dit à un moment donné, on parle souvent du présent et du passé. Et donc, cette importance d'aller vers l'avenir et d'aller vers le futur. Alors après, de façon concrète, comment ça se passe dans vos différentes formes d'enseignement? Si je prends la formation dont on a parlé au Niger, quel est le cursus? Combien d'années? Comment ça s'organise? Oui, bon, comme je vous l'avais dit tantôt, nous avons le niveau moyen, donc les étudiants qui entrent avec le BEPC, là, ils ont une formation de 3 ans. 3 ans. Et donc ceux qui entrent avec le bac, ils ont également une formation de 3 ans pour obtenir la licence. D'accord. Et après la licence, donc, vous avez encore 2 ans pour obtenir le master. Donc, c'est un enseignement théorique et pratique, mais avec beaucoup de pratique. Ils sont initiés à ce métier de cinéma, au point où, même pour la soutenance, quand vous faites le document écrit, eh bien, vous l'accompagnez également d'un film documentaire d'environ 13 minutes. D'accord. Donc, c'est ce qui fait qu'on fait joindre l'utile à l'agréable. Donc, avant de sortir, déjà, en plus de la formation acquise, on donne la possibilité à l'étudiant de produire quelque chose qui lui appartient. Et c'est un de ces films, d'ailleurs, qui, en 2003, a remporté le premier prix cinéma école. Et présentement, c'est un des films de cette catégorie également qui est en compétition. Et oui, parce que tous les grands festivals ont effectivement des prix écoles. Le FESPACO ne déroge pas à cette. C'est important d'avoir des prix écoles dans les festivals?
Oui, c'est important parce que d'abord pour l'école qui a besoin de se faire connaître, Mhm. pour les apprenants qui ont besoin de savoir que ils ne font rien pour rien, et il faut le dire, le festival c'est quand même un cadre de rencontre. Bien sûr. Et aller à un festival n'est pas forcément l'objectif final d'une école, mais c'est tout de même une belle occasion offerte à cette école voilà, de se faire connaître. C'est important. C'est important. C'est important. Il faut y aller. Je voudrais ajouter un peu, Oui. toujours en disant, pour justifier un peu la pratique à laquelle nous accordons tant d'importance. Nous avons un festival au Niger qui s'appelle Tukunchi. Eh bien, ce festival, pour l'essentiel, est soutenu par l'IFTIC Mhm. à travers la logistique et aussi les étudiants en appui. Alors, qu'est-ce qu'on attend finalement d'un film d'école? Pourquoi le film d'école n'est pas considéré comme un film peut-être à part entière, si je peux le dire comme ça? Qu'est-ce qu'on attend d'un film d'école? Eh bien, un film d'école permet d'évaluer comment est-ce que l'apprenant a capitalisé l'enseignement reçu. On lui donne un enseignement, il en fait un film. Ce n'est pas encore un film professionnel. C'est pourquoi on ne peut pas aller comparer ces films-là aux films professionnels. À l'école, on peut encore commettre l'erreur. Mais quand on sort, on doit commettre l'erreur. Donc les films d'école sont des films qui veulent montrer que l'apprenant a su faire, mettons, une combinaison judicieuse de tout ce qu'il a appris en matière d'image, de son, de montage, post-production, gestion de la production, tout ce qui va concourir à réaliser un film. Donc, il connaît et on s'assure que lui qu'on libère et à qui on donne un diplôme, eh bien, il a déjà les connaissances et aptitudes nécessaires. Maintenant, vous allez demander, mais pourquoi festival? Ah oui, c'est important, les festivals. Parce que quand on vient ici, par exemple, vous voyez, les jeunes liment leur cervelle contre celle de leurs aînés. Ils apprennent, on fait des masterclass, les aînés parlent, on les écoute, les difficultés qu'ils rencontrent, qu'est-ce qu'ils font pour mieux faire, ils en parlent. Les apprenants sont là et ils écoutent. Et c'est important pour eux. Non seulement ça, à travers les colloques, les masterclass qui sont animés par les aînés, ils viennent également apprendre. Donc le festival est un cadre idéal pour que ceux qui ont déjà travaillé à l'école et qui ont fait des films, qu'ils viennent vivre un environnement qui sera l'environnement de compétition pour comprendre que, effectivement, tout ce que nous faisons, eh bien, on a pour objectif non seulement de produire pour éduquer, mais aujourd'hui, d'aller à un festival pour aller compétir avec d'autres films et au besoin remporter des prix. Donc, on crée une certaine émulation. Et vous allez voir, quand on retourne après le festival, les enfants sont motivés, ils veulent travailler parce qu'ils disent, la prochaine fois, même j'irai au festival. Et c'est ça qui motive. Donc, le festival est très important pour les écoles également. Voilà. Mais est-ce que ce rapport à la compétition n'est pas justement contre-productif? On parle évidemment de disciplines artistiques qui ne devraient pas forcément être soumises à la compétition. La compétition est quelque chose, vous pensez systématiquement, qui pousse? Est-ce que ça ne peut pas aussi, à un moment donné, tout simplement, contrecarrer ou bien minimiser les ardeurs de quelqu'un qui veut faire de l'art pour l'art? C'est pas possible, ça? Non, je ne pense pas. Parce que la compétition, elle est à deux niveaux. Nous apprenons aux jeunes à manipuler les outils du cinéma. Mhm. Quand je dis les outils, c'est tous les outils. De l'écriture à l'écran. Donc il y a des principes, il y a des connaissances, il y a des techniques jusque-là qu'un apprenant ne peut pas occulter. Parce que, et comme dirait quelqu'un en littérature, il y a des formes d'écriture qui ne sont autorisées qu'à ceux qui ont un nom en littérature. Mais pour un apprenant, il y a des principes auxquels il ne peut déroger. Donc, la compétition, c'est déjà à ce niveau. De savoir que le monteur, il observe les règles minimales des techniques de montage. Et que le cadreur observe aussi les techniques de cadrage. Que l'éclairagiste sait faire un contre-jour. Et dans tous les compartiments du métier de l'écriture jusqu'à l'écran, il y a certainement, comme l'a dit le président tantôt, il y a des insuffisances
Et c'est à ce niveau qu'il y a la compétition. Oui. Mais même dans l'écriture, il ne s'agit pas de narrer pour narrer. Il y a des techniques de narration. Et là aussi, pour la même histoire, on peut avoir des techniques différentes. Et c'est là où on va nous juger. Donc vous favorisez aussi la compétition de votre côté, dans votre formation au Niger? Elle est importante, c'est ça qui est le booster, le moteur? Oui, en fait, la compétition, comme l'a dit le président, en fait, ici, ce n'est pas une compétition pure et dure. C'est vraiment l'émulation qui est recherchée, c'est la motivation qui est recherchée, c'est une forme d'apprentissage également. Quand on vous met ensemble... Donc la compétition pour se dépasser soi-même, voilà, mais pas forcément pour battre ou vaincre son partenaire, si je comprends bien. Tous les coups ne sont pas permis, ça ne servira à rien. La compétition, en fait, pour progresser, c'est ça? Progresser. En fait, ici, ce n'est pas une compétition d'idées. C'est une compétition d'abord technique, parce que quand on regarde un film, et quand vous voyez des images floues, vous n'avez pas envie de poursuivre. Évidemment. Alors, quand vous écoutez un mauvais son, vous n'avez pas envie de continuer. Bien sûr. Donc déjà, il y a une décantation des produits qui s'opèrent. Ce n'est pas pour rien que pour aller à un festival, on est d'abord soumis à une sélection. Si techniquement, votre produit n'est pas compétitif, c'est le mot, tout à fait. Il ne sera jamais sélectionné. Il faut qu'il soit déjà compétitif. Mais naturellement, au niveau des idées, je vais citer, ou pas citer exactement, mais je vais reprendre Djibril Diop Mambéty. Lors d'un FESPACO à l'Institut français, on lui a remis un prix, il dit « Je refuse ce prix. Je ne suis pas venu au FESPACO pour me battre contre mes frères. Je suis venu au FESPACO pour m'exprimer. » Donc prendre un prix, c'est comme dire « Je suis le meilleur ». Non, je ne suis pas forcément le meilleur. Et en plus, c'est tout à fait subjectif. Parce que un film n'est pas apprécié par chacun de la même façon. Exact. Donc ça mais c'est-à-dire qu'à ce niveau de la production, ça me gênerait de voir qu'un Djibril Diop Mambéty fasse dans son montage des faux raccords par méconnaissance. S'il y a faux raccords, c'est qu'il y a style. Sinon, on ne va pas comparer des sommités de notre cinématographie sur le plan technique dans son sens pur. On ne va pas non plus comparer nos sommités de la cinématographie sur le plan des expressions esthétiques ou des idées même du point de vue de la création, parce qu'ils sont à un niveau où chacun s'exprime à sa manière. Mais tout de même, on peut comprendre un film comme on peut ne pas comprendre un autre. Et c'est dans l'esprit de ceux qui sont amenés à juger les produits qu'on est quand même obligé de dire oui, les idées sont belles, mais il y a une qui est encore plus belle que l'autre. C'est tout. Sinon, comme vous le dites, c'est en toute subjectivité que l'on va apprécier. Mais cette subjectivité prend un caractère objectif à partir d'un certain moment où ceux qui sont chargés d'apprécier apprécient aussi avec leurs limites. Voilà. Et c'est ça qui fait la beauté de l'affaire. On parle de beauté. Et évidemment, la dimension de l'esthétisme, de la beauté est importante. J'ai envie de vous demander, pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir parmi vos étudiants? Quelles sont peut-être les difficultés qui sont rencontrées pour en faire de bons cinéastes, chacun à leur niveau? Et où est-ce que vous aimeriez voir la nouvelle génération de cinéastes africains? En tout cas, quelle est la direction vers laquelle vous aimeriez les voir évoluer? Où est-ce qu'ils ont le plus besoin aujourd'hui, vos étudiants, de performer pour pouvoir s'exprimer à l'international? Très bien. Là où moi j'estime que nos apprenants ont besoin de performer, c'est dans la culture générale. D'accord. Et tant qu'ils sont cinéastes, ils peuvent réaliser un film, mais pour réaliser un film, il faut être cultivé. Et pour être cultivé, il faut absolument beaucoup lire. Nos apprenants ou les cinéastes, ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas qu'en lisant beaucoup, ils auront également beaucoup d'inspiration. Donc nous devons tout faire pour cultiver ce besoin de lecture à nos apprenants. Et c'est le plus important défi à relever aujourd'hui. Il faut que les cinéastes en général, nos apprenants à l'école, qu'ils aient le cours de la lecture
et ils auront beaucoup plus d'inspiration pour leur travail. Voilà. C'est le même constat de votre côté? Oui, c'est Ou le bien- même constat. Effectivement, il y a cette faiblesse-là de la culture générale. Oui. C'est pas, je pensais que nous étions seuls dans cette situation. À entendre le président, je comprends que c'est pratiquement propre à Généralisé. général. C'est vraiment général. Et nous le déplorons. Mhm. Et nous faisons ce que nous pouvons pour amener les étudiants à la lecture, pour avoir cette ouverture d'esprit, effectivement. Mais je me réjouis quand même hier, quand on avait travaillé au niveau des responsables des écoles de formation, à travers une stratégie qui va nous permettre de faire des réalisations ensemble, Mhm. avec des élèves de l'ISIS, des élèves du Togo, des élèves du Bénin, des élèves du Niger, qui vont ensemble faire des réalisations. Mhm. Donc échanger, Mhm. apprendre de l'autre, donner à l'autre aussi. Oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il n'y a que la lecture qui permet cet enrichissement de la culture générale? Je pense qu'il y a des expositions Oui. de peinture, je veux dire. Je vais vous expliquer Est-ce que- un autre aspect. Ou bien, bon, je laisse qu'à vous, mais je j'explique. Oui, un instant. Oui. Vous allez dire. Oui, ce que vous dites est tellement intéressant parce qu'il n'y a pas que la lecture. Et le président a parlé de culture générale. Culture générale. D'abord, il faut, j'ai toujours dit, ne pourra écrire que celui qui a appris à lire. Oui, ça paraît évident. Voilà. Donc, il faut avoir une bonne culture cinématographique. Parce que même si je suis plein d'idées, il faut que je sache comment les raconter sur le plan cinématographique. Mhm. Or, raconter suppose qu'on en a à raconter. Qu'on a Et une vision. Non, qu'on une a vision. déjà, D'accord, oui. qu'on a déjà des choses à raconter. Oui, oui. Et pour avoir des choses à raconter, il faut les posséder. Comment il faut les posséder? Voilà. Et c'est... Bon, dommage, je n'ai pas pu communiquer hier. Je parlais de la pédagogie culturelle. D'accord. Oui, il faut que nos apprenants et les formateurs sachent comment apprendre et comment faire apprendre. Mhm. Et je prends l'exemple du griot. Et il y a l'école formelle que nous connaissons, qui nous a été proposée par l'Occident, où nous avons un cadre formel pour aller apprendre. Mais nous avons aussi le cadre informel. Le cadre informel africain, où de retour du champ, on se retrouve sous les hangars pour se reposer, et ça devient tout de suite une école, Tout à fait. là où on apprend des choses. Ça veut dire qu'il y a différentes formes, différentes situations d'apprentissage. Aller au musée, c'est aller lire. Aller au concert de musique, c'est aller lire. Aller en bibliothèque, c'est Évidemment. voilà, lire c'est aussi, évidemment bien lire. sûr. Et même aller échanger avec l'aîné, c'est lire, c'est apprendre. Donc, il y a toutes ces formes qui nous permettent de capitaliser avant d'espérer distribuer. Mhm. Si vous ne l'avez pas, vous ne savez pas donner ce que vous n'avez pas. Et comment vous réussissez alors à inciter vos apprenants à aller vers plus de culture générale? Vous aviez envie de réagir? Je vais l'expliquer. Nous avons conçu un projet à Ouagadougou ici en mars 2020 que nous appelons CARA International Filmmaking Program. Et c'est un programme qui permet à nos apprenants, comme il a dit le directeur du Niger, de se regrouper dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Je sais qu'au Burkina, ici, le vélo a une particularité, n'est-ce pas? Alors, on prend un étudiant du Bénin, du Cameroun ou du Kenya qui va nous faire un documentaire sur le vélo à Ouagadougou. Pour ce faire, il faut qu'il aille chercher sur Internet, il faut qu'il ait des relais ici pour comprendre mais le vélo, c'est quoi au juste au Burkina Faso. Et il se renseigne et il voit que, donc, il y a une particularité au Burkina qui concerne le vélo et il va venir ici avec des autres pays pour venir tourner un documentaire sur le vélo ici à Ouaga. On sait que par exemple au Bénin, ce qu'on appelle les taxis motos, oui, c'est un événement, c'est particulier. Alors on veut comprendre. Donc les étudiants qui sont dans d'autres écoles, au Maroc, en Côte d'Ivoire, ils vont faire des recherches sur les taxis motos au Bénin. Mhm. Et ils vont venir faire un documentaire sur le taxi moto au Bénin. Et d'autres événements, ça c'est pour les documentaires. On peut également faire des sujets de fiction qui portent sur des réalités qu'on vit dans des pays donnés. Alors lorsqu'on crée ce programme, ça permet à quoi? Un étudiant qui est au Burkina Faso ne fera pas un sujet sur le Burkina Faso. Il cherche sur d'autres pays.
et il ira là-bas pour les réaliser, comme d'autres viendront ici également pour réaliser leur documentaire. Et ce faisant, les étudiants sont contraints d'aller faire des recherches pour avoir des sujets pertinents, et ce faisant, ils apprennent à mieux connaître les sociétés dans lesquelles ils veulent s'investir pour faire un documentaire. Voilà une manière pour nous d'encourager les apprenants à se renseigner, à s'informer sur les autres pays, afin que, eh bien, l'Afrique puisse être un pays de diversité culturelle, mais que les apprenants, eh bien, dans leur tête, ils savent déjà de quoi il s'agit quand on parle de diversité culturelle en Afrique. Voilà. Je comprends bien. Évidemment que c'est quelques exemples que vous avez donnés. Le vélo au Burkina, évidemment, il y aurait bien d'autres sujets à traiter au Burkina. Et nous arrivons petit à petit déjà à la fin de notre rencontre, à la fin de notre émission. Et je vais vous proposer, entre guillemets, de faire un dernier tour de table tous ensemble. Pourquoi c'est important de se former? Idrissa Ouedraogo, paix à son âme, nous savons tous tout ce qu'il a apporté au cinéma africain, avait cette phrase: la formation n'est en aucun cas obligatoire, mais elle fait gagner du temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que même ça a une limite? Je commence peut-être par l'Isis. Pourquoi c'est important de se former? Oui, il est important de se former naturellement. Comme dirait quelqu'un, un chercheur, un penseur, que la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Si vous n'apprenez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que nous faisons, nous apprenons, nous avons appris à marcher. Maintenant, nous marchons. Mais alors, pourquoi passer par une école plutôt que par le terrain? Oui, l'apprentissage, j'en venais. Il y a deux façons d'apprendre. Si vous apprenez sur le terrain, vous avez que tourner des films, on ne les tourne pas tous les jours. Vous allez devoir attendre qu'on tourne un film pour avoir l'occasion d'apprendre. Donc effectivement, alors, on gagne du temps. Donc si vous attendez dans l'année 3 films à tourner, vous n'avez que 3 séances de cours. Mais si vous allez à l'école, vous allez tourner, ne serait-ce que dans la théorie, des dizaines de films. Parce que ce que nous n'avons pas dit assez, c'est que dans la formation, ce qui est fondamental dans la formation du cinéaste, c'est l'analyse des films. Donc en analysant des films, c'est comme si on refaisait une observation, un parcours, un voyage? Non, c'est-à-dire on dissèque le film dans tout son sens. D'accord. C'est-à-dire de l'écriture jusqu'au dernier coup. Et donc on en comprend forcément beaucoup mieux les tenants, les aboutissants, la construction. Exactement. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi il faut absolument, je veux dire, encourager ceux qui veulent faire du cinéma à rentrer dans des écoles? Oui, effectivement, pour rejoindre notre collègue de l'ISIS, effectivement, on peut apprendre sur le tas, comme on l'a dit, mais quand vous apprenez sur le tas, il y a énormément de choses qui vous manquent. Parce que même ceux qui apprennent, qui font sur le tas et qui deviennent des excellents cinéastes, eux-mêmes, ils finissent par apprendre. Retourner à l'école. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, ils retournent apprendre. D'accord. Parce que tout métier a ses fondements, a ses principes, a ses bases. Et ces principes-là, on les transmet de façon rapide pour gagner du temps à l'école. Donc, et c'est quelqu'un qui a déjà appris, qui va vous transmettre l'essentiel de ce qu'il a appris et qui constitue la base de l'exercice même de ce métier. Donc, il est important d'aller à l'école pour apprendre et maintenant venir être professionnel. Performer sur les plateaux. Voilà. Et le mot de la fin, comment on peut encourager donc cette nouvelle génération à venir de plus en plus nombreux? On voit qu'il y a beaucoup de structures, que ce soit au Burkina, au Niger, ou encore avec vous, on a parlé de structures internationales. Comment motiver cette jeunesse? Merci beaucoup. Il est aujourd'hui indéniable que le cinéma est un langage universel. Le cinéma est fait de principes. Et tout abandon de principe est une étape vers la compromission. On ne peut pas se lever, mettre une caméra à l'épaule, dire venez voir mon film. Ça ne passera pas. La caméra, la lumière, tout ça là, c'est des principes qu'il faut aller apprendre parce que ça s'enseigne dans une école. Je donne un exemple. Quand vous faites sur le tas, on vous apprend que pour filmer, il faut mettre la lumière devant. Vous mettez la lumière devant, vous filmez. Mais il arrive aujourd'hui que
on ne met plus la lumière devant. La lumière est devenue l'âme de l'image. On peut mettre de la lumière derrière nous là et filmer sur le décor et ça reflète et ça donne un autre système esthétique. Mais ça prend. C'est l'école qui apprend ça là. Qui va naturellement concourir à raconter une histoire. Exactement. Tout ça va toujours servir donc à l'émotion de la séquence. C'est à l'école qu'on apprend ces choses-là. D'où il est important d'envoyer les enfants à l'école pour aller apprendre le cinéma, pour aller apprendre le langage universel à travers lequel ils pourront éduquer les autres. Je vous remercie. Aller à l'école pour apprendre le langage universel du cinéma et de l'audiovisuel. Voilà cette rencontre et ces échanges que nous avons eus avec ces grands professionnels de l'enseignement. Plus de culture générale, toujours aller de l'avant, ne pas minimiser l'anticipation, réfléchir à notre futur, proche ou bien lointain, sans jamais oublier notre passé et savoir d'où est-ce que l'on vient, notre patrimoine culturel. J'espère qu'encore une fois, cette émission aura pu répondre à certaines de vos questions, aura pu vous informer. Nous sommes contents d'avoir passé ce moment avec vous, en plein cœur du FESPACO. Les choses continuent, écran FESPACO, ça continue, sur BF1. Surtout n'oubliez pas, allez voir des films, allez encore voir des films, toutes les formes de films, les longs métrages, la télévision, les courts métrages, les documentaires. Nous vous retrouvons sur BF1 pour d'autres émissions. En attendant, je vais chaleureusement remercier nos invités d'avoir participé, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir participé avec nous à ce débat sur les écoles de cinéma, sur l'instruction de nos futurs cinéastes. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à bientôt pour d'autres écrans FESPACO et encore une fois, allez au cinéma. Au revoir.